Salut Maï. Salut Fab. Ça va? Ouais. Bon, après les paperasses, le divorce, la séparation, machin, on se retrouve tout seul. Ouais. Et faut se réinventer une vie seule. Ouais. Et cette transition-là, et ça fait tellement peur. C'est ça. Enfin, je sais pas pour toi, mais pour moi, je trouvais ça affreux. J'avais une telle angoisse, du coup, qui a émergé tout de suite de jamais me retrouver quelqu'un. Et ouais, je me souviens de mon frère qui était mort de rire, tu vois, parce que j'étais en larmes au téléphone. Je me suis dit, mais je retrouverai jamais personne. Il était là, lol. Mais évidemment, enfin, tu vas retrouver quelqu'un, il y a pas de problème. C'était important pour toi d'aller chercher le grand amour. Ouais, c'est ça. Et je pense que tu vois, on en parle énormément en ce moment. Et puis après, moi, c'est une question que j'ai vachement explorée dans mon premier film, Les Rivières, de cette croyance, on peut le dire, un tout petit peu limitante, en fait, ma vie ne vaut rien si j'ai pas un homme, quoi. Je ne vaux rien si je n'ai pas un homme. Et donc, je me suis dit, bon, là, va peut-être falloir revoir ça. Donc, oui, mais ce truc en fait, dans l'épisode précédent, je vous ai décrit le moment de la séparation. Mais après, il y a eu séparation physique. Quand j'ai trouvé mon premier appartement, parce que on a décidé que c'était moi qui allais partir. Ce qui là aussi, tu vois, enfin, ça pose plein de questions. Lequel garde l'appartement, lequel part. C'est parce que où est-ce qu'on met la faute. Donc voilà. C'est toi qui avais décidé c'est toi qui étais à l'origine de la rupture. Voilà. Donc il y avait un truc de je prends mes responsabilités. Exactement. Et je m'en vais. Ouais. Ce qui est pas forcément un truc qu'on est obligé de faire en plus. Non, pas du tout. Et je pense que après ça se décide sur d'autres choses qui sont qui gardent les enfants. Et nous on voulait il y avait plein de choses sur lesquelles on n'était pas prêt, et puis il y avait des choses sur lesquelles on regardait nos enfants et on se disait bon, on les laisse ici. Et puis pour l'instant, de toute façon, au début, moi j'avais pas du tout d'autre appartement parce que c'était une séparation qui était pas du tout prévue au moment où elle est arrivée, tu vois. C'est juste le truc qui nous a, tu vois, emmené dans sa logique. Et puis nous on n'avait plus les commandes, donc je me retrouve tout d'un coup séparée mais vivant encore avec mon ex-mari, avec nos 2 enfants. Et donc on décide pour l'instant de les garder une nuit sur 2. Ils sont petits. Ils sont tout petits. Donc ma fille, mon fils a 1 an et demi et ma fille presque 4 ans. Donc moi je dors dans le salon quand je dors à la maison. Et puis l'autre nuit, on fait en sorte de dormir ailleurs, chez un ami, chez une amie, etc. Et puis le truc, vous êtes resté comme ça longtemps? Bah carrément, parce qu'en fait, ça a duré 1 an et demi ce système. C'est un truc de fou parce qu'en fait, je dormais là-bas une nuit sur 2, donc ça veut dire que un soir sur 2, je m'occupais des enfants et un soir sur 2, c'était lui. Mais tous les matins, on était là tous les 2. Donc en fait, ça veut dire que tous les matins, ou que je vive, ou que je sorte, etc. Tu vois, je me levais à 6h30 pour prendre mon vélo, être là avant qu'il se réveille, les réveiller et faire toute la routine du matin avec mon futur ex-mari à l'époque. Et en fait, c'était un moment qui était franchement, c'était étrange parce que c'était une intensité de douleur, tu vois, pour nous deux, et puis pour mon ex, tu vois, qui était totalement sidéré, et moi qui était aussi totalement choquée. Et en même temps, l'amour qu'on avait pour nos enfants et le fait que on comprenne assez rapidement qu'on allait toujours faire équipe. Parce qu'il y en avait un justement qui était tout petit, qui avait pas besoin d'être réveillé aussitôt que Tam, qu'on devait préparer, emmener à l'école, revenir, etc. Et ils mangeaient pas les mêmes choses. Enfin, c'était vraiment bien d'être 2 pour nous occuper des 2 enfants. Et je pense que ça a instauré quelque chose de, en fait, on peut reculer l'engueulade. Tu vois, l'engueulade, là, j'ai envie de te sauter au cou et de te trucider. Mais en fait, il y a quelque chose qui nous a fait dire, on peut reculer ce temps-là d'au moins 1 heure. Et donc,
comme c'était possible de moins 1 heure, ben tu vois, t'apprends que c'est peut-être possible 2, 3, etc. Et peut-être qu'on peut tenir jusqu'à ce qu'on aille à notre rendez-vous avec le pédopsie, jusqu'à ce que on aille voir la médiatrice, etc. Donc ça nous a appris vachement de choses quand même, ce truc. Et c'était un peu fou parce que faire ça pendant 1 an et demi, c'est juste fou en fait. Donc t'avais pas d'appart pendant 1 an et demi? Non, pas du tout. J'ai eu un appart au bout de 3 mois. Okay. 3 mois après la séparation. Et donc les enfants ont commencé à venir les week-ends, par exemple. Mais tu vois, même le temps que quelqu'un rentre dans cet appartement, quelqu'un d'autre que moi, rentre dans cet appartement, il a fallu beaucoup de temps. Parce que, en fait, j'avais besoin je l'avais pas prémédité non plus, mais j'avais besoin d'un lieu. Tu sais, c'est pas comme toi où vous viviez séparément déjà, tu vois. Et moi, j'ai pris un appartement, j'ai fait des visites, tu vois, il y avait un truc comme ça de chercher un nouveau nid. Et cet appartement était hyper joli, il était meublé, mais c'était une architecte qui avait fait ça. C'était tout petit, mais c'était magnifique. Et en fait, j'ai eu besoin de ce lieu, cet espace-temps où je pouvais me retrouver toute seule, quoi. Avec ces fameuses angoisses et tout. Et mes enfants, ils ont mis au moins 1 mois et demi avant de venir la première fois dormir là-bas. Et j'ai pas accueilli beaucoup d'amis, etc. C'était vraiment un tout petit nid qui était pas du tout un lieu social, quoi. Mais vraiment un lieu pour se retrouver. Et donc voilà. Comment ça s'est passé la première nuit avec tes enfants? Tu te souviens ou pas? Non, je me souviens pas. Je me souviens juste qu'en fait... d'ailleurs, c'est toujours le cas. Mes enfants, ils m'auront toujours vu dormir dans le salon. Parce que j'ai pas assez d'argent pour avoir ma propre chambre. Donc non, tu vis à Paris. Voilà. Je vis à Paris pour avoir ma propre chambre dans Paris. Donc en fait, j'avais une chambre avec un lit. Tu vois, c'était un lit double. Et quand ils venaient, je tournais le lit double dans l'autre sens, tu vois, ils étaient encore tout petits. Et donc ils dormaient dans le sens de la largeur, côte à côte. Et du coup, j'avais ce petit rituel où, tu vois, je faisais pivoter le lit pour leur arrivée et moi je dormais sur le canapé lit dans le salon. Et ouais, je me rappelle d'un truc qui était très doux, quoi. Tu vois, c'était vraiment joli, c'était chouette. Et donc petit à petit, voilà, c'est devenu autre chose, mais on en parlera dans semaine A, semaine B. Notre prochain épisode. La meuf tease. Mais toi, raconte-nous aussi. Moi, ma transition, elle s'est faite, je crois, de façon plus fluide, j'imagine, que plein de couples, puisque on était déjà dans ce process, comme tu disais, de vivre à distance depuis plusieurs années. Moi, j'avais un appart à Paris, dans lequel je vivais, on va dire, 3-4 jours par semaine, et le reste du temps, j'allais vivre à Lille. Je rentrais chez moi, en fait, parce qu'en plus, cet appart, il me semblait pas être chez moi, en fait. Pour moi, le vrai chez moi, c'était à Lille, quoi, tu vois, dans ma maison, mon foyer. Ah ouais. J'avais vraiment ce truc. Ah oui, donc chez toi, c'était quand même à Lille, c'était pas à Paris. Ah ouais, non, dans ma tête, pas du tout. Ah ouais, Paris, c'était juste un pied-à-terre pour pouvoir travailler. C'est ça. Ah ouais, d'accord. Tu vois, c'était un appart meublé qui était comment dire, décoré de façon très extravagante, en fait. Donc je me le suis jamais approprié, tu vois, c'est-à-dire que j'ai pas mis de cadre, j'ai pas mis de photos, enfin tu vois, c'était juste un endroit où je venais poser ma valise. Alors certes, j'y vivais parce que j'y dormais et je recevais parfois du monde, etc. Mais globalement, c'était vraiment un logement de fonction, en fait, tu vois, tout simplement. Ouais. Ah, c'est fou, ça me paraît fou, ça. Ok. Et Kat, d'ailleurs, mon ex-femme a mis longtemps à comprendre que ma maison, telle que je la voyais, c'était à Lille. Je crois qu'elle avait un peu cette croyance que j'étais pas bien à Lille et que, en gros, si j'étais parti à Paris, c'est aussi parce que, et dans un sens c'est vrai, c'est que ma vie sociale était plutôt parisienne. Mes amis sont plutôt à Paris, etc. Et à Lille, en fait, il y avait ma famille proche, plus ma famille, mes parents, mes frères et sœurs. Mais sinon, le reste... pas grand monde, quoi. Mais moi je lui disais, mais non, mais fais-moi confiance, en fait, vraiment, moi je suis bien quand je rentre à Lille, j'ai vraiment l'impression d'être chez moi, quoi. Tu vois, là où à Paris je suis pas chez moi, quoi. C'est un peu ce truc, cet appartement un peu impersonnel, etc., quoi.
Ça a été d'ailleurs un vrai truc pour moi de faire en sorte de commencer un peu à m'approprier cet appart, parce qu'en fait j'ai pas changé d'appart tout de suite, quoi. Ouais. Et j'ai eu un mal fou à me l'approprier, quoi, tu vois, mettre de la déco dedans, etc., ouais, quoi. Ouais. C'était pas à moi, c'était pas mon... Mais, parce que avant tu vivais moitié grosso modo. Ouais, je partais soit le lundi matin, soit le mardi matin, en fonction des semaines. Ouais. Et je revenais le vendredi après-midi, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'était moitié même. Donc ouais, la transition a été plutôt soft pour ça, c'est-à-dire que tu vois, par exemple, je suis parti un lundi matin, comme je partais tout le temps le lundi matin, sauf que je suis parti avec mes affaires et que je suis plus revenu que 2 mois et demi plus tard dans la maison, quoi, tu vois, pour aller passer un week-end à Lille, pour une raison en plus matérielle, quoi. J'étais pas censé revenir particulièrement et spécialement. D'ailleurs, c'était très étrange ce truc de revenir après 2 mois et demi dans la maison, parce que mon ex avait elle vendait la maison, en fait, qui était trop grande maintenant, et donc elle avait complètement, tu sais, Stéphane Plazaïsé la baraque, c'est-à-dire qu'elle l'avait impersonnalisée, elle avait enlevé le plus possible de trucs perso et tout, et je suis rentré pour les visites, c'est ça que tu veux dire, ouais, ok. Pour enlever tout l'aspect très personnel, et en fait je suis rentré là, je me suis dit, ah ouais, donc en fait c'est plus chez moi, c'est fini. Ouais, c'est fini. J'ai vraiment eu ce truc bizarre. Ah oui, alors que moi c'était pas du tout comme ça. C'était rien n'a changé, c'est chez moi. Ouais, c'est encore chez moi. J'ai les clés, parce que tu vois, il y avait ce truc de 1 nuit sur 2, donc j'avais toujours les clés. Donc il y a eu un moment où la médiatrice qu'on avait nous disait, mais est-ce que vous avez compris que vous avez toujours des espaces totalement entremêlés et qu'à un moment donné il va falloir les séparer. Ouais, mais pour les enfants, non, on parle pas des enfants, c'est votre désir aussi quelque part de laisser entremêler ces espaces-là. Mais c'était en fait c'était assez bouleversant, mais je pense que pour moi le vrai truc c'était enfin vivre cette vie seule. C'était vraiment l'aventure que je devais vivre. Et qui, donc, je te disais, m'avait terrifiée, parce que pour moi, c'était pas ça la vie d'une femme de 30 ans, quoi. C'était me remettre dans un autre couple, un autre projet familial, etc. Et en fait, je me rappelle ah oui, c'est ça. Je fais mon dernier sac à dos d'affaires. Et c'est assez, tu vois, quand tu plies ton linge avec le dernier sac à dos, enfin, tu vois, t'as déjà emmené un certain nombre de trucs, mais t'as ton dernier sac à dos, et tu fermes la porte derrière toi, tu vois, j'avais trouvé ça assez dur. Et en fait, je marchais pour aller vers le nouvel appartement, et je passe à côté d'une bijouterie que j'adore. Je me dis, ah, tiens, bon, bah, allez, allons voir ce qu'il fait. On pose un peu le sac à dos, il est lourd et tout. Et puis je vois des bagues, tu vois, plein de bagues comme ça. Il y avait un truc avec un ensemble de bagues, et sur chaque bague il y avait un truc qui était martelé avec un petit mot. Et je sais plus, c'était I love you, tu vois. Donc il y avait I love you, 3 bagues. Et puis je demande à les essayer, et puis je les pose, et puis j'en enlève une, j'en enlève 2, et puis je fais non, mais j'en voudrais qu'une seule en fait. Et puis je sais pas, je vais pas écrire love, je vais écrire amour. Et puis ok, à quel doigt vous voulez la poser? Et puis je la mets sur mon annulaire et tout. Je sors, et donc en fait, tu viens de t'acheter un jonc en or avec écrit amour dessus pour ton annulaire, quoi. Tu viens de t'acheter une alliance. Et tu vois, j'étais avec mon sac à dos de 400 kilos sur le dos, et je lui ai dit, mais en fait, tu viens de t'acheter une alliance au moment où tu quittes, tu vois, vraiment cette relation. Et donc, on n'aura qu'à dire que c'est ton alliance avec toi-même. Ouais. Et ça m'a beaucoup fait pleurer, cette histoire, parce que je me disais, mais quel allié tu peux être pour toi-même, tu vois. Et j'étais vraiment tout d'un coup très nue, et puis c'était après la bascule, ça a été tant qu'à être célibataire, autant essayer de te connaître, parce que si tu te connais un peu mieux, si tu t'aimes un peu plus,
parce que du coup j'ai compris à quel point je m'aimais peu, tu vois, parce que à quel point je m'imaginais sans le savoir comme quelque chose de très vide, une coquille vide qui attend juste le prince charmant, pour la faire rapide, mais c'était un peu ça. Et donc je me disais, si tu te connais un peu plus et que tu t'aimes un peu plus, bah peut-être que la personne qui va venir un jour, et ben elle aimera quelqu'un qui s'aime, mais ça va pas attirer les mêmes personnes, quoi. Au lieu d'essayer de séduire ou de dire oui au premier gars qui te désire, quoi. Et moi, pour l'instant, c'était ça mon pattern. C'est dès qu'il y avait un mec qui me disait oui, je disais ah ouais, j'ai trop de chance. Tu vois ou pas? Bien sûr. Mais c'est venu ça tout de suite. Alors en fait, il y a eu l'histoire de faire alliance avec moi-même, et puis après ouais, ça a été un cheminement. Mais j'avais déjà un psy. En fait, j'ai commencé à faire une thérapie à l'arrivée de Tam, parce que j'ai fait une dépression et qu'il fallait postpartum, ouais. Okay. Et donc il fallait absolument que j'aille investiguer, et en même temps, en faisant cette thérapie, je me suis rendu compte a posteriori que j'ai mis beaucoup de temps à vraiment travailler, tu vois. C'est-à-dire que j'étais sur les couches supérieures de l'épiderme pendant au moins 3-4 ans, quoi. Ah ouais. Ouais, à parler de choses qui me paraissaient importantes, hein, mais parce que c'est toute une progression de descendre à l'intérieur. Et moi je savais même pas en plus que c'était ça que je devais faire. Moi j'avais l'impression qu'il fallait juste que j'éteigne les feux du quotidien, ouais. Et la semaine passée il s'est passé ci, on s'est engueulé sur ça, donc c'était vraiment je sais pas, en fait c'était plus un conseiller conjugal, ouais. Parce que je me suis rendu compte de ça aussi, je me suis rendu compte de plusieurs choses. En fait je parlais que de mon couple, alors que bon, tu vois, en thérapie, tu peux parler de ton père, de ta mère, de plein d'autres choses, quoi. Et que donc, c'est vraiment, ça a obnubilé mes pensées, et voilà. Et je me rappelle de ce truc de marcher dans la rue à la suite d'une séance et de me dire, ça fait combien de temps que t'as pas souri? Bam! Wow. Et ça a été une réalisation vachement forte, tu vois, mais en fait, ça fait un certain temps que t'es pas heureuse quand même. Et ça, maintenant que tu l'as vu, tu peux plus faire comme si tu l'avais pas vu, tu vois. Donc ce truc de s'aimer soi-même et de revenir sur un état de nudité parce que t'es seule, et que, faut bien le dire quand même, être en couple, surtout dans un couple dysfonctionnel, c'est la faute de personne, hein, mais ça prend une énergie de fou. Et donc quand t'as plus cette énergie à déployer pour que ça marche entre guillemets, ça te libère quand même pas mal de temps de cerveau disponible, hein. Tellement. Bah oui. Après, bon, on en reparlera, mais la relation à l'ex-conjoint, surtout si vous avez des enfants, c'est pas un ex, quoi. Donc c'est une relation qui va vivre toute la vie, donc ok, mais c'est marrant parce que moi, ce truc d'amour avec moi-même, il est venu beaucoup plus tard. Enfin, plus tard. Ouais. En même temps, ouais. Plus d'1 an plus tard, je crois, vraiment. Parce que donc déjà, il y a oui, parce que toi, t'avais une très grosse année. Oui. Entre t'as perdu ton ami. Ouais. J'avais d'autres chats à fouetter, ouais, en fait. Ouais, clairement, ouais. J'étais sur cette histoire de deuil. Après. Mais après, clairement, avec le recul, la mort de mon ami nous précipite aussi, tu vois, à rompre, hein, de façon extrêmement cool. C'était aussi l'ami de Kat. Enfin, tu vois, c'était un. Ah oui, c'était. Ah oui, je savais pas ça. C'était l'ex-mari de l'associé de Kat. Donc, si tu veux, on était très proches, quoi, tu vois. Donc, ça a chamboulé vraiment tout le monde. Ça a chamboulé ma fille, mes 2 filles, à leur manière chacune. Donc, ce deuil-là, en fait, est vraiment le démarrage d'autre chose, en fait. Ah, tu vois. C'est incroyable. Et pour moi, tu vois, par exemple, le truc, c'est que j'ai la sensation que la transition s'est plutôt faite autour d'avoir mes filles chez moi, et de faire en sorte de les accueillir le mieux possible. Ouais. Parce que j'ai eu ce truc où je me suis rendu compte l'année d'avant que
on est parti à 3 avec mes filles pour la première fois de toute notre histoire. Et en fait, j'avais tellement peur de mal m'en occuper. Bien sûr. C'est un truc de fou, ça. Mais bien sûr, moi je me rappelle que, tu vois, dans tout ce chaos-là, on s'était dit ça avec le papa de Tam et Léo. En fait, je lui avais dit, mais là, en fait, j'ai tellement peur, alors que je m'occupe d'eux tous les jours, seule. Bah là, les accueillir dans ce nouvel appartement, ça me fait tellement peur. Voilà, les premières vacances où tu les emmènes, ne serait-ce que de conduire la voiture avec les 2 petits sièges auto à l'arrière. Terrible. Mais c'est un vertige, une responsabilité tout d'un coup. Et je me rappelle, il m'avait dit, mais c'est totalement normal, moi aussi ça me fait peur. Donc, mais ça passe, ça se fait, ça se traverse. Ça se fait, ouais. On en parlera peut-être, mais il y a aussi le truc de s'occuper tout seul, je crois, derrière tout sûr. Ça. On en parlait un petit peu en off, mais est-ce que on va faire en sorte de consacrer un épisode sur les familles monoparentales aussi? C'est hyper intéressant. Wait and see sur la suite. Mais ouais, j'ai eu ce truc et je me souviens très bien. J'ai une anecdote marrante à ce propos, c'est que le premier week-end où je les reçois, donc c'était vraiment le week-end après, ou je sais plus, 15 jours après notre séparation actée, quoi. Elle se pointe et on va acheter de la bouffe, genre au Franprix, et ma fille aînée, elle prend un taboulé, tu vois, lyophilisé ou je sais pas quoi, à la fin de merde. Et je regarde ça et je leur dis, mais non, mais en fait tu vas pas manger ça. Elle me dit, ah si, je suis trop contente, je vais manger un taboulé et tout. Je dis, mais tu vas... Donc vraiment, à chaque fois, l'objectif, c'est d'aller acheter des salades nulles au Franprix, et c'est ça que je vais vous faire à bouffer. Mais en fait non, pas du tout. J'ai donc décidé d'apprendre à cuisiner, en fait, suite à ça. C'était canon. Oui, parce que du coup, dans le package de Kat s'occuper de tout, tu cuisinais pas, quoi, c'est ça? Je cuisine... En fait, Kat... Je cuisinouillais. Je crois que Kat, elle cuisine pas des masses non plus, si tu veux. Et j'avais pas... Alors, j'ai toujours fait de la bouffe, mais tu vois, c'était plutôt cordon bleu, pâtes... Ok, il faut faire en sorte que ça aille vite et que ce soit fonctionnel, quoi, tu vois. Donc oui, j'ai fait ça parce qu'en fait, j'étais capable de faire à bouffer à mes filles, de me faire à bouffer sans aucun problème. Mais il y avait pas ce truc de je vais aller acheter des légumes et je vais vous couper des légumes et je vais vous faire, je sais pas, je vais les mettre dans une poêle avec des petits épices et ça va être sympa, tu vois. Et ça te fait marrer. Tellement sympa. Mais j'ai vraiment eu ce truc où je me suis dit, ok, je vais faire en sorte toutes les semaines d'apprendre une nouvelle recette et de la tester, et puis après de vous la refaire quand vous venez. Ça a été très compliqué parce qu'en fait, comme c'était nouveau, elles aimaient pas. Comme elles aimaient pas, moi je me sentais un peu rejeté en disant, oh putain, j'ai quand même appris à faire le truc. Et là, au fil de l'eau, en fait, elles ont fini par apprendre à aimer mes trucs. Et aujourd'hui, elles adorent les plats que je leur fais, mais ça a été long. Bah, je comprends. Ça a été tellement long. Mais c'est vrai que c'est apprendre à être un nouveau parent, ça fait partie du truc, quoi. Et je pense que c'est pas du tout ça qu'on cherche en général dans la séparation, mais c'est quelque chose qu'on sous-estime totalement. De même que on sous-estime totalement le fait d'accueillir un beau-parent de l'autre côté. Ça, faut quand même y réfléchir, quoi. Hein. Oui, je crois que ça se fait pas. Enfin, je sais pas encore, mais je crois que ça se fait pas complètement de façon anodine, quoi. Ah bah non, c'est pas du tout anodin. C'est pas du tout anodin. Mais dans ce truc d'être seul, il y a le fait d'être seul, il y a le fait d'être seul avec tes enfants, et puis il y a aussi une renaissance d'être seul avec tout d'un coup des amis, et nous on était donc un jour sur deux, et puis après on en reparlera, mais on a toujours splitté en deux, et donc tout d'un coup moi j'avais un temps incroyable de faire la fête, quoi. Et je faisais la fête tout le temps. Et c'était, alors j'ai appris après que, en fait, c'était une manière de faire mon deuil aussi. Mais, d'ailleurs, je faisais, beaucoup d'insomnie. Donc, après la séparation, alors que c'est moi qui l'avais acté, on va dire ça comme ça, moi, j'ai pas mangé, j'ai pas dormi pendant 9 mois, quoi. Donc, vraiment, quand tu fais la fête, c'est trop génial. C'est-à-dire que tu te dis, mais en fait, mon corps, il carbure, quoi. J'ai plus que, au lieu de dormir 8 heures, je dors 2 heures. Et donc, j'ai 6 heures de teuf en plus.
Donc c'était dingo pour moi. Et puis donc on était. Ça fait ça longtemps? 9 mois. Et en fait, ce qui a arrêté le truc, donc 9 mois, voilà, ça c'est dit. Mais ce qui a arrêté le truc, c'est qu'en fait, c'était un de ces matins où j'étais dans l'appartement familial et je venais d'y dormir. Et en fait, en me réveillant, je tombe dans les pommes. Et en fait, tu vois, je me sens tomber, quoi, parce que j'étais debout et je me sens tomber et je me dis putain, j'espère que mes enfants vont pas me voir. Et en fait, tu vois, je me suis réveillée, je sais pas moi, 1 minute plus tard, hein, je suis juste tombée. Je me suis dit, bah non, en fait, c'est pas cool, c'est un vrai problème, c'est ces insomnies. Et j'ai tout fait, franchement, j'ai fait... Enfin, non, j'ai pas tout fait parce que je voulais pas être trop médicamentée. Donc j'ai un peu pris du Dodormil, des trucs comme ça, mais c'était assez soft. Donc je suis allée voir des homéopathes, des acupuncteurs et tout. Et en fait, le seul truc qui a marché, c'était des massages. Et le masseur, et c'était un massage kiné, et c'était 2 fois par semaine pendant au moins 2 mois. Je pense que j'ai fait ça au moins 2 mois, 2 à 3 mois, tu vois. Parce qu'en fait, il m'expliquait, mais en fait, vous êtes un bout de bois et c'est une planche. Vous êtes une planche parce que en fait, vous dormez tellement peu que vos muscles ils sont tout contractés. Et en fait, donc ça c'était son explication, vos nerfs ils sont à l'intérieur de vos muscles et quand vous vous endormez, il y a un relâchement du muscle et quand il va se relâcher, ben en fait le nerf il va être agité puisqu'il était tenu et que tout d'un coup ça s'est relaxé. Et donc comme il est agité, ben il va vous réveiller et ça va réactiver le muscle et donc c'est le cercle infernal, quoi. Et donc il y avait que le fait de me faire masser pour relâcher le muscle même quand j'étais éveillée qui faisait qu'il y avait plus ce delta, tu vois, qui me réveillait au moment du relâchement de l'endormissement, quoi. Mais il y a plein de gens qui sont vraiment sous le choc. Une séparation, c'est énorme, en fait. Et donc, en fait, tout ça, c'est pas possible. Demander de l'aide, quoi. Il y a plein d'aides possibles. Je trouve que ce qui était très dur pour moi, c'était donc gérer la culpabilité totalement inconsciente que j'avais à partir et qui se traduisait par vous êtes bien d'accord que j'ai raison de partir, vous êtes bien d'accord qu'il est totalement nul, vous êtes bien d'accord que ça il aurait pas dû le faire, vous êtes bien et du coup je cherchais une validation permanente auprès de mes amis, de tout le monde, hein, de mes thérapeutes. Donc tu vois, j'avais une manière de manipuler les choses pour avoir l'assentiment des gens parce que finalement en fait je m'en voulais. Tu voulais pas être la méchante. Je voulais pas être la méchante de l'histoire. Et puis il y avait ça, il y avait en même temps lui, tout ce qu'il ressentait par rapport à cette séparation, et j'imagine tout un sentiment d'injustice, de sidération, de plein de choses. Et puis après, t'as tes mômes, quoi. Et tes mômes, en fait, ils peuvent pas... déjà, ils doivent passer le cap de plus avoir leurs parents ensemble, mais si en plus, ils ont des parents qui se foutent sur la gueule tout le temps, ou qui sont totalement obnubilés par ça, en fait, ils passent à l'as, quoi. L'autre truc dont je voulais parler, et je crois qu'il y a pas mal de mecs qui se retrouvent dans cette situation, surtout des mecs qui étaient dans ma situation, c'est-à-dire qui ont trouvé des femmes qui font exactement, qui gèrent à peu près toute leur vie. Ouais. Hashtag charge mentale, ouais. n'est-ce pas ? Je vois. J'ai également honte de dire ça, mais je me suis jamais occupé de mes paperasses. Vraiment. Ah ouais, ça c'est sûr. Ça c'est un délire. C'est un délire. Que je me rends compte après coup que c'est... Vraiment, je me rends compte après coup à quel point c'est dingue d'avoir laissé Kat gérer tout ça. Et d'un autre côté, je crois que je l'ai laissé faire, mais que elle embrassait tellement ce truc qu'en fait, on a créé un système où oui, bien sûr. Je m'occupais plus du machin. Et en fait d'ailleurs elle a été canon parce que elle m'a formé, tu vois, genre elle m'a expliqué pendant 1 heure les trucs, etc. Elle m'a rassemblé toutes les paperasses parce que j'aurais été incapable de rassembler mes paperasses. Heureusement que elle a été cool avec ça et je la remercie vraiment. Mais j'ai repris en main mes histoires d'impôts, ma sécu, enfin tu vois, mais en plus c'est des trucs que j'ai jamais fait quand j'étais étudiant, parce que quand j'étais étudiant, je vivais chez mes parents et en fait assez rapidement on s'est installés ensemble et en fait elle a pris le truc en main et encore une fois j'ai vraiment laissé faire, hein. À aucun moment je lui ai dit écoute
j'aurais pu le faire, tu vois, j'aurais vraiment pu avoir ce move de non, je veux gérer ce truc-là parce qu'en fait c'est mes paperasses, mais ça m'arrangeait tellement de pas avoir foutre le nez là-dedans, mais en même temps ça m'a rendu tellement dépendant par plein d'autres aspects que j'ai envie de dire aux mecs d'une manière générale, mais en fait prenez en main vos trucs, même si c'est compliqué, même si c'est chiant, même si c'est désagréable, même si c'est inconfortable. Putain, avec le recul, je me dis mais tu lui as laissé entre guillemets un pouvoir par rapport à ta vie qui est fou, quoi, tu vois. Oui, c'est ça, et puis c'est en toute confiance, hein, parce que c'était cool. Ouais. Mais par exemple, j'ai ouvert un compte en banque pour la première fois. Ah oui, d'accord. Parce qu'on avait un compte joint. Quand j'expliquais à mes amis après la séparation qu'en fait on n'avait qu'un compte joint et c'est tout, et en fait tout était mis au même endroit et tout était transparent et tout, vraiment les gens ont halluciné. Moi, j'hallucine. Présentement, j'hallucine. T'avais pas tes sous à toi, et en fait, dans lequel vous mettiez, il y a un compte commun dans lequel vous mettiez vos dépenses communes. T'es là, mais non. Parce que, en fait, on n'a jamais fait comme ça. Ouais. Et pour moi, il y avait un truc un peu aussi de transparence totale, tu vois, de compte commun, on partage tout. Enfin, tu vois, on n'a pas fait de contrat de mariage, etc. C'était un peu l'idée de, on est tous les deux, on est un couple, et même si j'ai pas la sensation qu'on a grandi comme des, tu sais, ces fameux couples qui finissent par devenir une entité. Une seule entité, oui. Bah, vous étiez une entité bancaire, hein. En tout cas, bancairement, c'était bancairement, on peut dire que vous étiez une entité. Donc j'ai ouvert un compte en banque. Bonjour monsieur, j'ai 45 ans. Je voudrais ouvrir un compte en banque. Perso, hein. Oui, monsieur. Et tu vois, quand je le raconte comme ça, je me rends bien compte à quel point c'est hallucinant. Ouais, c'est hallucinant. Mais j'étais dans le truc. Ouais, j'étais dans le système. Et en fait, le système, il me convenait bien, il convenait à tout le monde. Et en fait... Non, mais en fait, que le système puisse convenir, c'est très bien. Mais plus c'est conscient et mieux c'est quand même. Parce qu'en fait, il y a plein de choses sur lesquelles t'es programmé tel que t'es programmé, dans un sens et dans l'autre. Et puis à un moment donné, quand t'as le miroir qui t'est tendu, soit t'es pas content, soit tu dis bah écoute, ok, mais du coup je vais en faire quelque chose de cette conscience de bah en fait c'est ma femme qui s'occupe de tout. Et tu vois, je mettais jamais un nez dans les comptes. C'est bien sûr. Et bon, je lui faisais totale confiance. Ouais. Et en fait, si ça avait été quelqu'un de malveillant, ouais. De malveillant. Ouais, bien sûr, ouais. J'aurais rien vu venir. Mais alors du coup, il y a un autre truc dont on n'a pas parlé, c'est les premières vacances seules. Oui. Ça, c'est un vrai truc. Bah ouais. Moi, ça a été... Ça s'est passé comment pour toi ? Bah, en fait, je te disais, l'année d'avant, j'avais... est-ce que c'était une forme d'entraînement inconscient ? J'en sais rien. mais en fait, l'année d'avant, mon ex voulait rentrer au boulot, tu vois, et moi, je voulais continuer les vacances. Donc, en fait, on s'était mis d'accord pour que elle rentre bosser. Le début du mois d'août, c'est un peu une activité forte par rapport à... Elle est agent immobilier. D'accord. Donc, il y a du taf. Ouais. Et moi, je voulais rester en fait encore en vacances, donc on s'est dit bah let's go. Tu vas rester une semaine de plus avec les filles. Et en fait, c'était la première fois que je partais en vacances avec elles toutes les deux. Et c'est vrai que je racontais un petit peu au tout début là, mais j'avais vraiment la trouille d'en perdre une ou de. Mais bien sûr. ou de pas bien leur donner à manger, de leur faire à manger, etc. Kat, mon ex, leur mère faisait tout pour faire en sorte que c'était tellement carré que je me disais, mais en fait, tu seras jamais à la hauteur parce que déjà t'es pas câblé pour. Ouais, et puis t'y arriveras pas et machin. Et en fait, et je me suis rendu compte déjà pendant ces vacances, et ça m'avait vraiment fait du bien que. En fait, c'était pas très grave, je pouvais faire comme je voulais, et que effectivement, y a eu des moments où il y avait plus rien à bouffer dans le frigo, et en fait, on est descendu rapidement au village, machin, pour aller chercher un truc un peu à l'arrache. Mais en fait, à part, et c'est pas grave. C'est pas grave, on s'en fout. Pas grave. C'était cool, il y avait un côté YOLO, c'était sympa. Et c'est pas parce que avec leur mère ça fonctionnait comme ça qu'elles allaient pas savoir s'adapter, quoi. Et je crois que c'était un vrai truc de. Ok, vous êtes capable de vous. Alors, elles étaient grandes, hein, tu vois, elles avaient genre 11 et 13 ans, un truc comme ça. Mais ok, vous allez être capable de vous adapter, ça va être cool, quoi. Et je crois que assez rapidement, elles se sont rendues compte pendant ces vacances-là que ok, c'était vraiment différent de quand on était à 4. Et d'un autre côté, c'était sympa aussi, quoi. Ça m'a vraiment aidé pour les premières vacances, où là, je t'avoue que l'aspect, encore une fois, organisationnel, c'était mon ex qui prenait tout en charge toutes les vacances. Alors, certes, on décidait ensemble de
de la destination, mais il y avait un vrai truc pour elle de préparation de vacances qu'elle kiffait faire en plus, parce que vraiment là pour le coup je crois qu'elle m'aurait pas laissé faire. Il y avait vraiment ce truc de ça me permet de pouvoir préparer, ça me permet de pouvoir déjà voyager en premier. Ok, bon, pas de problème. Ok, vas-y. et ouais, ça a été déstabilisant. C'est pareil, tu vois, de se dire, ok, où est-ce que je les emmène, où est-ce que vous avez envie d'aller, voilà, moi ce que je voulais faire, décider aussi de pas tout décider moi tout seul, et puis de les avoir, tu vois, 2 fois 15 jours, c'était des longues périodes par rapport à là où je les avais eu pendant l'année, genre un week-end tous les 15 jours, c'est pas beaucoup. Non, mais du coup, c'est un événement, Et c'était à la fois déstabilisant par plein d'aspects parce que, ok, va falloir gérer. Et en même temps, j'ai tellement kiffé ce moment de prendre le temps, tu sais. Mais bien sûr. Et alors, moi, je vais vous partager la première fois que je suis partie seule, sans enfant, du coup. Quelle vie. Parce que ça, c'est un truc un peu vertigineux, je trouve. Tout d'un coup de partir seule sans tes enfants et sans ton ex-mari ou ton ex-compagne. Et je me rappelle, je devais partir avec une copine qui était amie avec nous deux. Et en fait, à la dernière minute, elle fait non, mais je le sens pas du tout. Par loyauté, je sais pas, j'ai l'impression de pas être à la bonne place et tout. Et je fais non, mais pas de problème et tout. Et puis je raccroche et là, j'appelle une autre copine. Je fais tu sais pas ce qu'elle m'a dit, elle vient pas. Écoute, c'est une catastrophe et tout. Et je me rappelle de ma copine qui m'a dit un truc qui m'est resté et que vraiment j'ai eu la chance d'entendre. Et c'est pour ça que je raconte cette histoire, pour que vous l'entendiez tous et toutes. C'est que elle m'a dit mais attends, tu rigoles, tu vas pas être célibataire toute ta vie. C'est trop génial de partir une fois dans ta vie seule, quoi. Moi, mes meilleures vacances c'était donc elle était partie en Chine un mois, je sais plus. Elle m'a dit c'était les meilleures vacances de ma vie et je m'en souviendrai tout le temps. Et toi, je suis sûre que si je te dis tu pars en vacances seule, t'as une destination. Et j'ai dit tout de suite Japon. Et je suis partie 2 semaines au Japon toute seule. Et en fait, c'est un temps hyper étrange que tu dois réappréhender d'être seule, quoi. D'être vraiment seule, de prendre ton train seule, de prendre tes pensions et tes hôtels et tes billets de train. Enfin, c'est hyper étrange. Et aussi d'être dans un lieu, parce que c'était pré-Instagram et tout ça, où il n'y a pas de récit, il n'y a pas de partage, il n'y a pas d'émotion partagée. Et du coup, il y a un truc qui va très vite. Parce qu'en fait, tu peux pas t'étaler sur le truc. Et c'était vachement bien. En tout cas, c'est un moment que j'oublierai jamais, quoi. Je suis jamais repartie en vacances seule après. Mais j'ai toujours je dois faire un déplacement, etc. J'adore. C'est trop bien. Moi, je m'organise ça au moins une fois par an. Une semaine tout seul. Ah ouais. À me barrer. Ah bah c'est génial. Une semaine. Ouais. Ouais. C'est bien parce que ça laisse le temps. Enfin, tu vois, c'est pas un week-end où un week-end finalement c'est court et t'es encore dans ton quotidien, etc. Ouais. Là, au moins une semaine, normalement les premiers ou 2 premiers jours, t'es encore dans ton quotidien, régler les trucs dans ta tête. Et en fait, assez rapidement, t'en sors et tu reviens à un truc plutôt plus intérieur, quoi. Tu vois, plus calme. Mais en tout cas, c'est important de dire, en fait, un temps seul, c'est nécessaire et ça peut être vraiment, vraiment génial pour tous ceux et toutes celles qui flippent de ça. On reboucle avec l'amour de soi. J'ai l'impression. C'est cool. Bon, si vous voulez nous partager ce que vous avez vécu vous aussi dans cette fameuse période de transition, si vous voulez nous partager aussi des apprentissages que vous avez pu faire, n'hésitez pas à envoyer un message vocal en appuyant sur le bouton, parce que je vous mets un lien dans les notes de l'épisode pour pouvoir réagir. Vous appuyez sur le bouton Start Recording, machin, bref, vous m'envoyez, ça arrive directement dans ma boîte mail, c'est super. Ou alors vous pouvez aussi m'envoyer une note vocale que vous enregistrez sur votre téléphone portatif et que vous m'envoyez sur vocal@fabflorent.com. Merci Maï. Merci Fab.